Welcome to Chapter 3, and congratulations on reaching this final chapter of the MOOC. The objective of implementation research is to get good interventions into widespread effective use, and so it's appropriate that this final chapter is about scaling up. The previous chapter was about applying the methods of implementation research in practice, and our theme was beginning with the end in mind. This title came from a WHO publication on developing interventions to emphasize that we must anticipate scaling up when developing the approach, and we must understand the evidence that policymakers and implementers are going to need. In this chapter, we will hear the perspective of the control program manager, the policymaker, the donor agencies, and the researchers. And we will look at these key activities: dissemination of the findings and advocacy for policy change, including the strategy in the National Strategic Plan for Control, and this is a key step for securing funding. And then there are the organizational steps for preparing for implementation, and we'll hear about some of the challenges that have been encountered. And finally, monitoring and evaluation, which may identify gaps, leading in turn to further research. And we'll see that each of these steps involves partnership between implementers and researchers to support effective scale-up. There was a rapid uptake of this intervention by countries, and I think part of what facilitated that was the very clearly defined operation research questions and issues that were answered during the strategy development phase. A lot of the questions of how do I implement this? What do I do? Is it through the community health worker? Is it a fixed point? How do I give the drugs? How do I give the drugs to mothers? Would they tolerate it? Would they take it? And things were answered already. So these were not bottlenecks anymore that individual countries had to answer, because this well mapped up operational research, implementation research had already answered most of those questions. So it helped in developing very clear implementation guide, trying to answer most of the questions that would arise in real life, and that helped in the uptake of the intervention. And I think one last point I should make, which we should not overlook, was that the researchers or the research community was also heavily involved, not just in undertaking the research studies needed for policy to be made, but also the transition from policy recommendation to implementation. They were actually actively involved in supporting countries. L'Eurobac Mara, c'est un partenariat mondial qui a été créé par l'OMS, l'UNICEF, le PNUD, la Banque mondiale au départ. Et c'était juste pour harmoniser tout ce qui est intervention, tout ce qui est action, tout ce qui est lutte contre le paludisme au niveau mondial. On a eu de très bons résultats au Mali, au Sénégal. Alors, on y va. Donc, c'était en travaillant avec les pays, on a créé des groupes de travail avec les pays en disant, OK, comment on va mettre en œuvre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Avec le partenariat, avec tous les partenaires impliqués dans la mise en œuvre de cette intervention, nous avions décidé de mettre en place une structure de coordination pour aider les pays à mettre en œuvre cette intervention. Notre rôle était d'abord de rassembler tous les pays pour partager, pour informer sur cette nouvelle politique et nouvelle stratégie, pour qu'ils comprennent bien et tout le travail qui avait été fait en amont. Deuxièmement, aussi les aider à mettre en place des stratégies pour faire un bon plaidoyer dans leur pays pour que ce soit adopté et intégré à leur stratégie nationale, parce que c'est très important pour la mise en œuvre d'une intervention que ça fasse partie des politiques nationales et des plans stratégiques nationaux, et puis les aider à mettre des plans, à élaborer leurs plans d'action de mise en œuvre, parce que la première étape étant d'adopter la stratégie, mais après il faut penser à toutes les étapes pour la mise en œuvre. Une bonne initiative, un politicien peut sauter et dire ok, la prochaine séance, il faut mettre dans mon virage, il faut faire ça. Donc, il fallait maintenant limiter les pays et dire ok, non, attention, ça s'applique dans telles conditions, dans telle zone, dans tel district, parce que vous devez remplir ces critères.
Clear criteria may be needed, as Claude Emile has just said, for where and when to deploy the intervention. These criteria may be based on disease burden and also on the health system capacity and community demand. In the case of SMC, criteria were developed to guide the selection of target areas where the impact would be greatest. The intervention is intended for areas with very seasonal transmission, and within those areas, the cost per case averted decreases as the preventable disease burden increases. And the cost effectiveness was predicted to be very attractive in areas where incidence of disease was at least 10%. And in these areas, the main burden of malaria occurs in young children in a few months of the year, so intervention targeted to this period and age group could prevent a large proportion of the total burden. These criteria help programme managers plan rational implementation, prioritising the areas where the intervention will have greatest impact. Madi Ba was the coordinator of the National Malaria Control Programme in Senegal when SMC was introduced, and he'll explain now how the policy was adapted to the local context. 2012 a été une année très importante au niveau du Sénégal parce que l'Organisation mondiale de la santé avait sorti une recommandation incitant les pays à utiliser la chimioprévention du paludisme saisonnier pour réduire la morbidité chez les enfants de moins de 5 ans. Le Sénégal, comme beaucoup de pays, a jugé nécessaire d'introduire cette recommandation dans sa politique de prise en charge et de prévention. Et pour cela, il fallait adapter ce document de politique pour intégrer cette recommandation. Je pense que la chance que nous avions, c'est que déjà, cette recommandation, nos chercheurs y avaient contribué parce qu'il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites par rapport à la chimioprévention du paludisme saisonnier au Sénégal. Et donc, nous avions des évidences pour étayer notre argumentaire et convaincre l'autorité à introduire ces recommandations. Et mieux, nous avions un comité scientifique autour du programme qui était présidé par le professeur Oumar Gaye et qui comprenait l'ensemble des institutions de recherche au niveau du pays qui s'activent dans la lutte contre le paludisme, avec les partenaires qui financent aussi le programme. Et donc, nous avions tenu plusieurs ateliers pour déjà développer l'argumentaire, pour montrer les évidences et tout ce qui avait été fait en termes de recherche pour mieux asseoir ces recommandations et l'introduire dans nos documents. Et cela était d'autant plus nécessaire que le Sénégal voulait, autour de cette recommandation, aller plus loin. Parce que cette recommandation concernait les enfants de 3 mois à 5 ans et nous avions des évidences que notre profil épidémiologique avait tendance à englober les enfants jusqu'à 10 ans. Et que pour être efficace, il nous fallait prendre cette recommandation et l'adapter à notre contexte en y intégrant les enfants de 10 ans. Et cela a été fait, tout l'argumentaire a été bâti et validé par le comité et nous avions soumis à l'autorité, à l'époque le ministre de la Santé et de l'Action sociale, les arguments parce qu'aussi il fallait montrer que nous avions des partenaires qui appuyaient derrière pour pouvoir acheter les médicaments, etc. This partnership that Madi Ba describes between the national programme and the research community works both ways, of course. It helps keep the research relevant and focused on the public health problems, and the researchers are then able to provide the evidence needed to advocate for new policies. Peter Olomezi and then Oumar Gaye from the University Cheikh Anta Diop will give some examples of this. Having the policymakers, the researchers and implementers work together is so key, whether it is developing the strategy or translating that to implementation or actual implementation phase. It is key to have all these parties work together to have the results that we require. Donc ici, vous êtes au niveau du département de parasitologie de la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop, qui a une longue tradition de recherche en partenariat avec le ministère de la Santé. Vous savez, ici, au niveau de l'université, c'est un peu le reproche qu'on fait très souvent aux universitaires, qu'ils font des recherches un peu abstraites, qui n'ont aucune prise sur le réel, disons, sur l'implémentation, comme on peut dire.
Mais la particularité un peu de ce service, comme je vous l'ai indiqué tantôt, donc en ayant une longue tradition de collaboration avec le ministère, c'est que de manière résolue, on s'est dit que nos activités de recherche doivent être ancrées sur les préoccupations un peu du ministère de la Santé. C'est ainsi que je peux vous donner quelques exemples. Si on prend l'exemple type du paludisme, c'est d'abord notre mentor, notre professeur Samba Diallo, qui vers les débuts des années 70 a démontré qu'en donnant la chloroquinisation intempestive, on pouvait avoir des impacts négatifs sur l'immunité et sur la chloroquinorésistance. Et ceci a un peu continué avec nous aussi, notamment en mettant en place les systèmes de surveillance de l'efficacité thérapeutique au niveau des sites sentinelles. Nous avons également démontré qu'il était faisable d'utiliser des tests de diagnostic rapide, pas seulement au niveau des structures hospitalières, mais également au niveau de la communauté. Et ce sont nos recherches qui ont permis également au programme national de mettre à échelle l'utilisation des TDR. Et le Sénégal donc, est l'un des premiers pays à avoir vraiment démocratisé le diagnostic de lutte contre le paludisme en le mettant au niveau les plus périphériques. Nous avons eu également à nous investir particulièrement dans d'autres stratégies préventives. Le Sénégal a été le premier pays francophone à avoir changé la chloroquine en sulfate d'oxyméritamine pour la prévention du paludisme chez la femme enceinte. Et donc voilà des exemples réels et palpables de ce que la recherche peut aider au niveau de l'implémentation, de la mise en œuvre des stratégies de prévention et de contrôle. Et dernièrement, avec la chimioprévention du paludisme saisonnier, que l'on appelle en anglais le SMC, nous avons eu également à contribuer en produisant de la recherche au niveau du terrain et progressivement en la mettant à échelle, et en travaillant maintenant de manière pluridisciplinaire avec l'ensemble des collègues qui sont au niveau de l'espace universitaire, que ce soit les sociologues de la faculté de lettres, que ce soit les économistes de la faculté des sciences et économiques, mais que ce soit également les épidémiologistes, en travaillant également avec les autres structures de recherche telles que l'IRD et l'Institut Pasteur. Et donc, c'est ces équipes pluridisciplinaires appartenant à plusieurs instituts de recherche qui ont eu à produire des recherches de qualité, tant au niveau fondamental, au niveau du laboratoire ici qu'au niveau du terrain, en travaillant étroitement avec les personnels du ministère de la Santé qui ont pu produire des résultats. Et on a les outils, on a les ressources, mais on se rend compte que malgré ça, on n'arrive pas à avoir une mise en œuvre ou un passage à échelle. On ne pense pas à tout, on se retrouve rapidement confronté à des goulots d'étranglement qui ne nous permettent pas d'avancer. Les goulots peuvent venir à tous les niveaux, que ce soit du système de santé, organisation, mais aussi au niveau de la population, ou même des agents de santé qui n'auraient pas été préparés ou dont on n'aurait pas pris l'avis en compte. Malheureusement, en 2013, nous avions été confrontés à quelques difficultés. Le premier, c'était la disponibilité du médicament, parce qu'il n'y avait qu'un seul fournisseur au niveau mondial qui avait la préqualification de l'Organisation mondiale de la santé, et les partenaires qui nous soutenaient n'achetaient pas de médicaments qui n'étaient pas préqualifiés. Or, ces médicaments que le fournisseur pouvait nous donner n'avaient pas d'autorisation de mise sur le marché au niveau du pays. Donc il nous fallait régler ce problème, et les procédures bureaucratiques prennent du temps. Et quand nous nous sommes rendus compte de cela a impacté sur la date de démarrage de l'activité, parce que aussi, l'une des contraintes de cette intervention, c'est qu'elle doit se faire dans une période bien circonscrite dans l'année. C'est la période de haute transmission pour couvrir véritablement la période où elle est éligible. Et donc, cela a fait que nous n'avons pas pu faire l'ensemble des régions qui étaient éligibles, parce qu'il y en avait 4. Comme vous le comprendrez, il faut une bonne quantification pour réussir une campagne. Et par rapport à la quantification, il faut dire que lorsque nous démarrions cette campagne, il fallait se baser sur les populations théoriques que nous avons l'habitude d'utiliser, issues des recensements, avec toutes les insuffisances que nous avons par rapport aux données de recensement de nos pays. Et donc nous avons travaillé sur ces populations théoriques en essayant de voir les proportions telles que données dans les documents qui étaient représentés par les populations cibles. Nous avons quantifié nos besoins sur la base de ces cibles en majorant avec un pourcentage de sécurité
de perte de plus de 10%, qui nous permettait d'être beaucoup plus à l'aise dans l'éventualité où, sur le terrain, nous nous rendrions compte que les populations réelles sont beaucoup plus importantes. Et donc, pour la première campagne, c'est sur ça que nous avons travaillé, en sachant que derrière, nous nous sommes dit, lorsque nous ferons la campagne, les données qui seront issues du recensement, parce que nous faisions du porte-à-porte, et donc nous recensons les enfants réellement, donc ces données de recensement nous serviront pour les prochaines campagnes. As Madibar explained there were a number of implementation challenges, and similar issues were encountered in other countries. The supply of quality-assured drugs was not able to meet the rapid demand, costs of the drugs rose, the tablets were difficult to use, dispersible formulations became available but only later, and it was difficult to quantify the number of treatments that were needed, the size of the population to be treated often being underestimated. Distributing drugs in remote areas in the rainy season was often problematic, and putting in place effective pharmacovigilance was challenging. Good monitoring and evaluation is crucial in the early phases. It's needed to detect and resolve problems in scale-up, and in later phases it's important to ensure that delivery is being maintained effectively. And the methods that are used in monitoring may themselves need to be the topic of research to develop appropriate tools, as Jean-Louis Njai now explains. Les défis pour la mise en œuvre restent également un bon suivi et évaluation, car nous avons avec ces stratégies un taux d'efficacité extrêmement intéressant, plus de 80% d'efficacité protectrice. Il est important de toujours suivre cette efficacité-là. En augmentant la pression médicamenteuse, nous nous attendons peut-être à également une augmentation des marqueurs moléculaires de résistance. Et pour cela, nous avons mis en place un protocole de suivi de cette chimio-résistance-là, en prélevant les enfants éligibles pendant la chimioprévention du paludisme saisonnier, mais après la chimioprévention, pour voir s'il y avait une augmentation de la prévalence des marqueurs moléculaires de résistance. Pour ce qui est de la couverture, les enquêtes de couverture ont montré des taux de couverture toujours très satisfaisants, excepté dans quelques zones, notamment la région de Kédougou, il y a des mines d'or traditionnelles et des zones parfois difficiles d'accès dans la région de Kolda. Et pour cela, donc, ces comités en charge de la stratégie ont pu élaborer des stratégies innovatives en essayant donc d'aller administrer ces médicaments dans les mines d'or traditionnelles et en trouvant des moyens d'augmenter la couverture dans les zones les plus reculées. Donc, comme toute campagne qui se fait, il y a un important volet pharmacovigilance qui se fait, et cette pharmacovigilance est d'autant plus importante parce qu'elle permet notamment de renforcer la confiance du système de santé envers les populations, mais aussi de prévenir et de prendre en charge tout effet indésirable. Et on le sait, en Afrique, pour beaucoup de pays, un système de pharmacovigilance fonctionnel, marchand, peut poser un défi. Et ainsi, nous avons pu donc utiliser les stratégies qu'on avait développées lors de la phase de recherche de mise en œuvre, notamment bien former les agents de santé sur la pharmacovigilance, utiliser des moyens de rappel en utilisant soit des téléphones ou bien un calendrier pouvant permettre aux agents de se rappeler qu'il faut toujours expliquer aux personnes qui prennent ce traitement que pour tout événement qui survient après la prise en charge, après le traitement, de venir rapporter ces événements indésirables a été un des défis dans cette stratégie lorsqu'elle a été mise à échelle. À côté de ce système national de pharmacovigilance, qui est basé surtout sur la notification passive des événements indésirables, des stratégies nouvelles visant à améliorer le système de pharmacovigilance actuel ont pu être mises en place, notamment au Sénégal, grâce à un financement reçu de l'OMS-TDR. Nous avons pu mettre en place une pharmacovigilance active dans un district et également améliorer la notification en utilisant un téléphone portable, notamment un smartphone, qui ont permis de réellement augmenter le flux de notifications et d'améliorer la notification des événements indésirables au niveau du Sénégal. Of course, one other thing, countries begin to ask us, when do I stop this? And all of this can only come from implementation research. So we need the researchers there to keep looking at what point
do we say this is no longer cost effective? At what point do we say that, oh, for this particular epidemiological situation, it's no longer effective, you need to change? We don't have that, we don't have those answers. So there are still unanswered questions, and so we still need specific, well-designed operations research or implementation research to answer some of these questions. Par exemple, même pour nous, l'UNICEF, que ce n'est pas toujours une priorité pour les donateurs, pour les bailleurs, et que c'est plus difficile d'obtenir des financements pour cette recherche qui est pourtant capitale, parce que c'est elle qui va nous permettre après d'avoir ces interventions qui vont sauver des vies et qu'elles soient à échelle. Et on se rend compte que c'est difficile, que c'est plus facile d'obtenir un financement pour acheter des vaccins, la vitamine A ou des moustiquaires que pour faire de la recherche. Et pourtant, elle est capitale. C'est important que tous les partenaires qui appuient les pays à l'adoption de politiques et d'intervention et à leur plan de passage à échelle, qu'ils n'oublient pas de budgétiser, de mobiliser aussi des ressources pour cette étape de recherche opérationnelle qui va nous permettre d'obtenir les outils, les solutions pour la levée des goulots ou des défis qu'on pourrait rencontrer. Donc, que ce soit pour nous, l'UNICEF ou pour les autres, c'est vraiment important de continuer à faire le plaidoyer et de maintenir des lignes budgétaires pour cet axe qui est capital. The theme of this MOOC has been that effective interventions are often underexploited because of difficulties in delivery. And often the implementation problems are greatest exactly in those situations where the interventions are most needed. Marie-Reine highlighted that research to find ways to solve these implementation problems is a top priority, and in this module we've reviewed some of the approaches that have been successful. In Chapter 2, we saw that it's important to test strategies in different situations. Small pilot studies need to be followed by larger scale assessments in a range of settings. And we saw some of the methods that are used to measure key outcomes, such as fidelity, acceptability, coverage, and cost. And we saw examples of study designs that may be used depending on the research question to be addressed. And we saw the importance of the partnership between the researchers, the implementers and the policymakers. And then in Chapter 3 we've heard about some successes and challenges in scaling up interventions and the importance of robust monitoring and evaluation during the scale-up phase and later to ensure effective delivery is maintained and to identify when strategies may need to change. The situation in infectious diseases is an evolving one. Strategies may need to be adapted or, as Peter Olumesi argued, replaced with new tools as the epidemiological situation changes or as progress is made towards the goal of elimination of the disease. We hope that you found this module useful. If you're involved in implementation research, we hope the module has been interesting to you. If you're not involved in implementation research, we hope this module has shown that implementation science is an important and rewarding area of research and will encourage you to become involved. The last part of this module requires your participation. We'd like you to identify an implementation problem and prepare a short outline of a proposal for a research project to solve it. Choose a topic that's close to your own experience. It can be related to a topic that was referred to by one of our speakers, but you should avoid taking a whole example directly from the course. And your proposal should include 4 sections. We would like you to state the implementation problem, define the implementation approach, prepare a conceptual diagram, and list the outcomes to be assessed.